Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de cet épisode de Questions d'actu, l'industrie marocaine de défense et la coopération sécuritaire au sein de l'Alliance Atlantique africaine. En application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre de la souveraineté industrielle, le Royaume du Maroc passe à la vitesse supérieure en vue de créer son écosystème industriel de défense. Cette industrie hautement stratégique jouit désormais d'un cadre incitatif qui permet aux entreprises de défense ainsi qu'aux producteurs d'équipements et d'armements de bénéficier d'exonérations fiscales. Objectif, faire du Maroc un pôle régional en matière de technologie militaire et de sécurité, à l'image des écosystèmes automobiles et aéronautiques qui confortent le Maroc comme un maillon incontournable dans les chaînes de valeur industrielle à l'échelle mondiale. En parlant de partenariat, une question d'actualité s'impose. Comment libérer le plein potentiel de l'Alliance africaine atlantique et répondre aux urgences individuelles des pays d'un groupement de la plus haute importance stratégique dans la géopolitique mondiale d'aujourd'hui et surtout de demain. J'accueille pour le débat ce soir le président du Global Governance and Sovereignty Foundation, directeur associé du cabinet Iberboré Advisors, Ali Moutaïeb. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation et à nos questions ce soir. Bonsoir Laila Khadija, merci pour l'invitation. Marhaba. Et un plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu l'analyste en stratégie, défense et sécurité, professeur Nessar Drdabi. Bonsoir et bienvenue à vous également encore une fois sur ce plateau. Merci Khadija, toujours un plaisir. Alors l'actualité, c'est Rabat aussi qui a accueilli hier la première édition du forum DEFSEC Morocco à l'initiative de cette foundation, de la Global Governance and Sovereignty Foundation que vous présidez, Ali Moutaïeb. Comment, la première question, comment penser les stratégies de défense dans une région telle que la nôtre et dans un contexte mondial tel qu'il est aujourd'hui avec les spécificités que l'on lui connaît? Tout à fait. Alors effectivement, l'objectif de cette rencontre, c'est de mettre le point, ou en tout cas le débat, sur la table sur un sujet clé. Effectivement, conformément à la vision royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc est aujourd'hui en train de devenir une plateforme internationale, stratégique, conformément à ces nouvelles configurations et ces nouveaux blocs qui se créent au niveau géopolitique. Nous avons un espace aujourd'hui de conflictualité, qui existe au niveau européen, au niveau du Moyen-Orient, et donc à des reconfigurations qui touchent aussi le continent africain, mais aussi l'espace atlantique et méditerranéen. Dans ce cadre-là, il était important de réunir un ensemble d'experts, de chefs d'entreprise, d'industriels, et puis d'experts dans le domaine pour échanger sur cet aspect-là, et notamment des questions très importantes et stratégiques aujourd'hui. La question du développement de l'industrie de défense au Maroc, où le Maroc a vocation, conformément à la vision royale, à devenir un pôle stratégique au niveau du continent africain avec une industrie de défense souveraine. Cela se traduit, comme vous l'avez très bien souligné, tout comme l'industrie automobile, l'industrie aéronautique et peut-être bientôt l'industrie ferroviaire, avoir une spécificité métier, en commençant tout d'abord avec des partenariats internationaux. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent s'installer au Maroc pour investir, connaissant justement ce rôle de pivot qu'a le Royaume au sein du continent, mais aussi d'entamer un dialogue sur le partage de connaissances et donc de renforcer l'autonomie stratégique du Maroc. Voilà, à ce niveau-là. Et puis, impossible de ne pas parler justement de cette nouvelle doctrine, on va dire, géopolitique du Royaume et cette ouverture vers le large et l'espace atlantique. À travers plusieurs initiatives, donc le processus de Rabat sur l'Alliance des États africains de l'Atlantique, qui a vocation à créer un espace de partage qui est regroupé autour de 3 piliers, la coopération sécuritaire tout d'abord, puis aussi la coopération au niveau économique, notamment l'économie bleue et l'économie maritime, et enfin la transition énergétique et climatique qui est très importante pour l'ensemble de ces pays qui donnent sur la façade atlantique. Et donc, effectivement, cette rencontre a été l'occasion, à travers le retour d'experts, d'universitaires, de pouvoir soulever des questions stratégiques clés et de créer un espace d'échange autour de ces thématiques qui sont aujourd'hui, on va dire, stratégiques et indispensables pour le Royaume. On reviendra vers la fin de cette émission quand même sur les principaux takeaways, sur les principales conclusions de cette première rencontre. Donc, DEFSEC, DEF pour défense et SEC pour sécurité, par la Global Governance and Sovereignty Foundation. Il y a cette nouvelle configuration. Il y a aussi cette
conflictualité, la souveraineté, en tout cas beaucoup de principes, beaucoup de doctrines qui sont aujourd'hui on ne peut plus d'actualité au vu du contexte international et aussi régional et continental. Mais avant, pour deep diver un peu dans ce secteur de l'industrie de défense, professeur Derdabi, le Maroc a déjà signé un accord militaire. Cela a été évoqué par Ali Moutaïeb. Le Maroc a déjà signé un accord militaire avec le géant américain Lockheed Martin pour la construction d'une unité industrielle dédiée aux opérations de maintenance, de réparation, de mise à niveau des avions de chasse des phares. Aujourd'hui, au-delà de construire ou de produire de nouveaux produits, il s'agit aussi de maintenir l'existant. Comment se passent ces opérations de maintenance et comment elles constituent aujourd'hui la base de l'industrie de défense souveraine marocaine? Alors, c'est bien de revenir sur cette question de maintien en condition, parce que les forces armées reposent sur plusieurs piliers, dont le pilier des ressources humaines et le pilier sur l'équipement et le matériel militaire. Et pour que cet équipement et l'armement soient opérationnels en temps de combat, il faut qu'il y ait toutes ces opérations de maintenance qui se font dans la durée et qui exigent un certain niveau d'expertise. Comme vous l'avez bien défini, avant que le Maroc se lance dans ce chantier de l'industrie militaire, le Maroc a déjà commencé depuis des années à avoir des ateliers de maintenance et de mise en condition du matériel, dont du matériel des blindés militaires, de l'aviation militaire. Et donc, ce chantier de l'industrie militaire n'est que le prolongement de toute cette partie qui consiste à ce que les forces armées royales soient le plus opérationnelles en temps de guerre. Et donc, l'industrie militaire au Maroc, je pense ce chantier vient à point nommé pour permettre aux forces armées d'avoir une capacité de produire localement de l'armement. On sait que le Maroc, comme la plupart des pays africains, dépendent en grande partie des approvisionnements en armement, en général des pays occidentaux, mais aussi de la Russie et de la Chine. Donc, en termes de souveraineté, il est important de produire localement, ne serait-ce qu'une partie, que ce soit des munitions, de l'armement ou des équipements, afin d'avoir une certaine autonomie stratégique dans le domaine militaire. Alors, quand on parle d'autonomie stratégique et dans ce contexte mondial de montée aussi de valeurs nationalistes en ce qui concerne la souveraineté industrielle, on le voit dans les quatre coins du monde. Le Maroc n'échappe pas aujourd'hui à cette tendance mondiale. Quelles sont les avancées aujourd'hui? Quels sont les enjeux de cette souveraineté industrielle pour le Maroc et beaucoup plus globalement pour le continent africain? Est-ce que le Maroc pourrait à terme devenir un hub régional pour atteindre cette souveraineté qu'aspirent ou dont aspirent les pays africains? Effectivement, c'est une excellente question. Je pense que le Maroc souhaite effectivement se placer comme à l'avant-garde en fait, sur le continent par rapport à ce sujet-là. Tout d'abord, renforcer, comme l'a dit Sinizar, professeur Nizar, son autonomie stratégique, donc répondre à un besoin local, mais se projeter aussi, car du besoin, il y en aura, par rapport à la coopération régionale du Maroc. On pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à la coopération sécuritaire qui existe déjà, en réalité, avec les pays du Sahel, avec les alliés du Maroc sur le continent. Elle existe déjà dans un cadre de coopération militaire, de formation, d'échange. On l'a soulevé hier lors du débat, mais le Maroc a une grande projection de soft power et de coopération déjà avec la formation des officiers à l'Académie militaire de Meknès. De grands officiers et de chefs d'État aussi africains sont passés par cette académie. Et donc, je pense que l'idée aussi, par la suite, mais dans un cadre du coup économique et industriel, pouvoir créer des espaces de coopération et répondre à des besoins spécifiques de différents pays africains qui font face à des menaces aujourd'hui sérieuses, réelles, notamment tout ce qui est lutte antiterroriste, mais aussi, on parlera de l'espace maritime par la suite, de la sécurisation de cet espace maritime. Le golfe de Guinée, par exemple, fait face à des activités de piraterie très importantes sur les bases énergétiques, pétrolières ou sur l'attaque de bateaux. Et donc,
on ne peut pas penser espace de coopération, de développement économique dans cet espace atlantique africain ou en Afrique de l'Ouest au Sahel sans penser se projeter en termes de coopération sécuritaire. Donc il y a une base, pour résumer, de coopération sécuritaire existante dans le domaine militaire. L'objectif sera par la suite, à travers le développement de cette base industrielle au Maroc, sur des thématiques, ou en tout cas sur des produits industriels de défense bien spécifiques, qui pourront non seulement répondre à l'autonomie ou en tout cas la souveraineté militaire du Maroc, mais aussi à des besoins bien spécifiques des partenaires du royaume sur le continent. Et on peut compter déjà sur un cadre incitatif, mais aussi un cadre institutionnel. Pour rappel, pour nos téléspectateurs, le 1er juin dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé un conseil des ministres avec à l'ordre du jour l'adoption de 4 décrets relatifs au domaine militaire, dont 2 qui portent sur la création de 2 zones d'accélération industrielle de défense. Donc là, nous nous dirigeons vraiment vers un modèle d'écosystème. Ce ne sont pas finalement, c'est pas un modèle d'un grand constructeur ou d'un grand industriel, une multinationale qui vient s'implanter au Maroc, mais de créer tout un écosystème avec un taux d'intégration d'industriels marocains qui feront partie de cette chaîne de valeur industrielle marocaine, n'est-ce pas, Ali Moutaïeb ? Tout à fait. Et les industriels sont prêts. Marocain. Tout à fait. En tout cas, il y a une projection, il y a une volonté et, qui doit mobiliser un ensemble d'acteurs et de parties prenantes. Ça va effectivement aux dernières incitations du gouvernement, les dernières incitations fiscales, mais ça va aussi au niveau territorial, donc l'aménagement aussi de ces zones industrielles. Il y a aussi la mobilisation des investissements. On voit déjà des acteurs internationaux dans ce cadre de coopération venir investir, mais pas seulement investir. Il y a une idée aussi de transmission, de coopération en termes de transfert de technologie, justement dans les modèles industriels de défense. On ne peut pas parler, ou en tout cas la vision, je pense, de souveraineté industrielle telle qu'elle est projetée aujourd'hui par le Royaume du Maroc, concerne le renforcement de cette base industrielle, donc de manière concrète, qui est une industrie comme une autre, mais aussi le renforcement de ce transfert technologie et de la formation. Car il faut aussi, vous l'avez dit, est-ce que les industriels sont prêts ? D'une certaine manière, oui, ils doivent l'être, mais aussi l'ensemble des acteurs qui composent cet écosystème. Les autorités territoriales, les autorités gouvernementales, mais aussi, je pense, le tissu économique et social. Il faut penser formation, et cette industrie va aussi créer de l'emploi. Exact. Et comme toute industrie, effectivement, avoir un impact socio-économique très important. Alors, en parlant d'impact socio-économique, à l'initiative et à l'origine du processus des États d'Afrique Atlantique, qui a donc tenu sa première réunion ministérielle à Rabat, c'était il y a un peu plus de 2 ans, le 8 juin 2022, eh bien, c'était ça, un peu l'essence de ce processus, professeur Derdabi, c'est de créer une dynamique régionale nouvelle. On connaît les espaces régionaux classiques ou historiques de l'Afrique. Aujourd'hui, il y en a un qui s'impose d'abord par une réalité géographique, mais aussi géopolitique. Si vous pouvez nous en dire et aussi stratégique, si vous permettez. Certainement. L'espace atlantique regroupe un nombre important de pays, que ce soit sur la façade africaine, mais aussi européenne et américaine. Et le Maroc a pris le leadership de cette initiative. On rappelle que c'est une initiative portée par le Royaume du Maroc, par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour essayer de créer un cadre de coopération globale entre tous les pays qui ont un dénominateur commun, qui est de partager cette façade atlantique qui regroupe beaucoup de pays, mais aussi un espace stratégique et géographique qui permet des échanges d'abord à travers l'espace maritime. On sait que cette façade maritime, que ce soit au niveau africain, au niveau de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, regroupe un certain nombre de pays qui font déjà partie d'un certain nombre de groupements, que ce soit l'Union européenne, que ce soit au niveau de l'Amérique du Sud. Et le but, je pense, c'est de créer un espace mixte où toutes ces forces vont peut-être mettre leurs efforts ensemble pour profiter de cet espace maritime. On rappelle que le commerce international dépend à 90% du commerce maritime. Et les 10% restants concernent le transport terrestre
et le transport à travers le vecteur aérien. Donc c'est très important de bâtir un espace dans ce sens. Et ce qui est important pour moi, c'est que ce soit le Maroc qui ait porté cette vision stratégique avec un certain nombre de défis. Et le Maroc, entre autres, propose à certains pays qui n'ont pas cette façade atlantique, dont les pays du Sahel, à travers la création d'un corridor transsahélien, de permettre aux pays enclavés géographiquement d'avoir accès à cet espace atlantique à travers notamment le futur port de Dakhla Atlantique. Un dénominateur commun, mais aussi des intérêts multiples. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Comment juguler les différences d'intérêts, notamment immédiats? Ali Moutaïb. C'est une excellente question, effectivement. Alors, différences d'intérêts à plusieurs niveaux. J'aimerais rebondir rapidement sur ce qu'a cité professeur Dardabi. Très rapidement, aujourd'hui, les espaces maritimes sont un élément géopolitique, sont des éléments géopolitiques très importants, d'abord pour les grandes puissances, mais aussi pour les puissances moyennes. On voit qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers la zone Pacifique, effectivement Indo-Pacifique, par rapport à l'affrontement aujourd'hui de les deux grandes puissances, Chine et États-Unis. Mais justement, dans ce cadre-là, l'espace atlantique est apparu comme un élément très important et stratégique aujourd'hui par rapport à ces routes maritimes. Routes maritimes, lorsqu'il y a déstabilisation d'une route maritime, récemment, par rapport aux incidents qu'il y a eu en mer Rouge avec les attaques Houthis, il y a eu justement toute une réorientation des routes maritimes et qui a profité notamment au port de Tangimed. Donc, l'espace maritime, dans un premier temps, par rapport aux intérêts, il est essentiel, pour les grandes puissances, mais aujourd'hui, par rapport à cet accès, il est essentiel, notamment à travers la vision royale par rapport à cette initiative, en fait, il y a deux initiatives ou deux projets, si on veut dire. Il y a ce processus d'intégration, plutôt cette alliance africaine-atlantique qui réunit l'ensemble des pays de la rive atlantique africaine. Et il y a aussi l'initiative royale de désenclavement des pays du Sahel. L'idée est à travers, en tout cas, trois piliers fondamentaux: coopération sécuritaire, économie bleue et transition énergétique, pouvoir créer en tout cas un espace de coopération et de développement. Intérêts multiples, effectivement, mais création de valeur pour l'ensemble de ces pays. Quels que soient les intérêts, même si les intérêts ne sont pas les mêmes, mais on peut créer des opportunités pour chacun à travers cette... Tout à fait. À travers cet espace-là, par exemple, il y a des pays producteurs d'énergie, mais l'énergie est forcément nécessaire pour d'autres pays qui n'ont pas forcément accès. Je pense qu'on reparlera du projet de gazoduc maintenant atlantique, du gazoduc Nigeria-Maroc. Mais en tout cas, il y a toujours un espace de coopération possible et des intérêts divers qui peuvent justement trouver leur place dans ce dialogue entre les pays qui constituent cet espace-là. Tout à fait. Est-ce que, puisqu'on parle de ces pays, le rôle d'un pays comme la Mauritanie, par exemple, en sachant que, en fait, pourquoi je cite la Mauritanie? Parce que Ali Moutaïb vient d'évoquer le gazoduc Nigeria-Maroc, qui n'est plus vraiment le gazoduc Nigeria-Maroc, parce que, en fait, plusieurs pays que traversera ce gazoduc, dont la Mauritanie. Donc, Mauritanie comme acteur clé non seulement du gazoduc, mais aussi de cette initiative d'Afrique atlantique. Professeur Dardabi, l'engagement de la Mauritanie dans ce sens, comment vous le voyez en tant que de votre regard d'expert et d'observateur? De souligner le poids de la Mauritanie, un pays limitrophe, allié du Maroc, de longue date, mais qui prend beaucoup plus d'importance sur le plan géostratégique à travers deux projets. Le projet du gazoduc, tout simplement parce que la Mauritanie est sur l'axe de passage, mais aussi par le nouveau gisement qui est à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, qui est un des gisements les plus importants en termes de volume au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la Mauritanie est en train de prendre de l'envergure, un poids économique, un poids stratégique, à travers le gazoduc, mais également à travers l'autre projet qui est porté par le Maroc, qui est celui du corridor transsahélien. On ne peut pas avoir de corridor transsahélien sans qu'il y ait l'adhésion de la Mauritanie à ce projet. Et je pense que le rôle de la Mauritanie, et on le voit à travers l'histoire de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie, on l'a vu récemment avec la visite du chef d'état-major mauritanien au Maroc,
La semaine dernière. Il faut évoquer aussi que la Mauritanie est également un allié stratégique de l'Algérie. Et je pense qu'en termes d'intérêt pour ce pays, il ne faut pas éluder cette question. On comprend l'intérêt qu'a le Maroc avec la Mauritanie, mais il faut aussi comprendre que la Mauritanie a d'autres intérêts avec l'Algérie. Et je pense tout l'enjeu pour le Maroc et pour cette communauté africaine, c'est de faire comprendre à la Mauritanie qu'elle est partie prenante et qu'elle a beaucoup à gagner à travers ces deux projets. Et que le Maroc est le premier défenseur du multilatéralisme. Exactement. Et que c'est les intérêts qui comptent, at the end of the day, comme le disent nos chers Américains, qui, je pense, étaient à l'origine de cette citation. On a parlé de ce gazoduc. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui sont purement sécuritaires, qui sont purement d'ordre... sans l'approche de lutte contre le terrorisme, une approche un peu intégrée, globale, mais on ne peut pas penser aux enjeux économiques et au développement économique. Quelle est l'approche prônée dans ce sens et quel plan d'action de cette alliance d'Afrique atlantique pour juguler cette menace? Je pense que la première des priorités au niveau sécuritaire, c'est la lutte antiterroriste aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un risque très important, notamment par rapport aux menaces de différentes nébuleuses terroristes au Sahel, qui commencent à s'étendre jusqu'aux pays côtiers. Et ça, c'est très dangereux pour la déstabilisation de plusieurs pays, effectivement, partenaires en Afrique de l'Ouest. Donc la première des coopérations qui existe déjà en termes de partage de renseignements sur le terrain, c'est peut-être à travers cette initiative, à travers ce cadre de coopération, renforcer déjà la lutte antiterroriste, à travers des exercices communs, à travers le partage de renseignements, à travers des fois de diplomatie, de négociation. On sait que dans cet espace, en Afrique de l'Ouest ou au Sahel, il y a des fois des acteurs essentiels, c'est-à-dire des plaques, des pivots qui doivent collaborer entre eux. Des fois, le processus politique, on va dire, ou les relations diplomatiques sont très compliquées. On sait qu'il y a des tensions aujourd'hui entre le Mali et la Mauritanie, entre les pays de la nouvelle alliance sahélienne et les pays de la CEDEAO et Nigeria. Or, dans ce cadre-là, l'échange diplomatique, les canaux de coopération et de partage de renseignements pour la lutte antiterroriste sont essentiels. Et je pense que le Maroc, et ça c'est de l'avis de plusieurs experts et diplomates, est l'un des pays les mieux placés dans cet espace-là pour être en quelque sorte le middleman. De manière objective et factuelle, pourquoi le Maroc a cette spécificité de pouvoir jouer un rôle dans des espaces où les tensions sont très palpables, notamment aujourd'hui avec cette alliance des États de Sahel. C'est lié avant tout à l'histoire du Maroc, aux relations historiques qui existent entre le Royaume du Maroc et l'ensemble de ces pays, qui se traduit sur différents niveaux. On a parlé de coopération sécuritaire, de formation militaire tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect culturel et culturel. On partage un ensemble de valeurs au niveau de l'islam traditionnel qui est partagé, de l'islam et des différentes confréries soufis qui existent aujourd'hui à travers cet espace-là. Donc il y a déjà une base très forte qui existe, diplomatique, culturelle, militaire. Et puis, voilà, par un concours de circonstances, c'est plutôt la vision diplomatique du Maroc qui, dans sa doctrine, ne fait pas d'ingérence étrangère telle que pourraient l'avoir certains de nos voisins, par exemple, qui s'impliquent de manière très importante jusqu'à créer des tensions entre les pays. Et puis, donc, une diplomatie de sagesse et voilà, ce multilatéralisme et cette relation très importante qui existe entre les pays. Et je pense que cela se traduit par la présence de l'ensemble des pays aux réunions ministérielles qui ont été organisées notamment à Rabat et les échanges aujourd'hui, le partage diplomatique qui existe aujourd'hui. Et je pense que l'avis de la majorité, notamment des acteurs de la région, sont tous d'accord pour dire que le Royaume du Maroc est un acteur clé dans le cadre de ces échanges. Le Maroc est capable de parler... Parlant d'échanges, parce que justement, j'avais promis à nos téléspectateurs qu'on allait avoir des takeaways du premier forum d'EFSEC Morocco. Vous parlez du rôle du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut, en 3 mots, les principales conclusions et puis les next steps surtout dans l'opérationnalisation de l'Afrique atlantique, de cette initiative ou de cette alliance Afrique atlantique? Je
pense que les takeaways ou les feedbacks de ce premier forum sont très intéressants. On a eu des retours très positifs. C'est une première initiative qui a été lancée avec différents partenaires. L'objectif a été atteint, c'est-à-dire de réunir des universitaires, des experts, des industriels, des membres justement impliqués sectoriels par rapport à ces questions-là, pour pouvoir avoir un cadre d'échange libéré, un cadre de partage. Nous avons eu par exemple, lors des premières tables rondes, des retours d'expérience d'industriels qui ont déployé justement d'autres investissements dans d'autres pays et qui parlent du potentiel industriel du Maroc, par exemple. Nous avons parlé du cadre de ce qui a été fait, toute comparaison gardée au niveau d'autres puissances qui sont développées. On a parlé de la Turquie ou de la Corée du Sud notamment, par rapport à ce qui a été fait, les erreurs qui ont été peut-être commises pour qu'elles ne soient pas peut-être reproduites aussi. Et puis, nous avons fait un retour d'expérience par rapport à ce processus atlantique, quelles pourraient être, pour aller plus loin justement dans ce cadre de coopération, des mesures concrètes qui pourraient être déployées. Et enfin, un élément très important, et je pense que cette émission aujourd'hui l'illustre, le rôle effectivement de la société civile, médias, universités et experts dans la promotion d'une culture stratégique de défense, y compris au sein de l'opinion publique. Et je vous en remercie d'ailleurs aujourd'hui. C'est le rôle aussi de sensibilisation au public où il y a de l'attente, il y a de l'intérêt par rapport à ces questions stratégiques de défense, de sécurité, mais aussi une fierté de voir demain le Royaume être un pôle justement de rayonnement industriel sur ces questions-là sur le continent. Et pourvu qu'on nous entende aussi pour créer de nouvelles filiales dans nos universités qui soient, ou plus, qui soient spécialisées dans ce secteur qui, je suis sûre, a de très beaux jours devant lui. Merci beaucoup, messieurs. Merci, professeur Derdabi. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci à vous également, Si Ali Moutaïeb. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour la première fois. Plaisir partagé. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.